Cette vidéo est sponsorisée par moi. J'ai passé 10 ans à travailler sur un livre de fantasy science-fiction qui sera disponible le 20 juillet à 12,99 € en version papier et à 4,99 € en version e-book. Vous pouvez aussi le retrouver en version PDF dans la description de cette vidéo. Mais si vous le lisez et qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en l'achetant. Sur ce, je vous laisse apprécier ma vidéo. Salut à tous. Pendant une longue période de ma vie, je savais pas comment l'expliquer, mais je me suis senti assez différent des autres. Je me sentais seul et incompris. J'avais l'impression que mon cerveau ne fonctionnait pas comme celui des autres. Ça a commencé à l'école primaire. Déjà, quand j'aimais quelque chose, je pouvais me concentrer énormément dessus et faire disparaître totalement le monde autour. À cette époque-là, c'était les débuts de l'informatique dans les écoles, et de ce qu'on m'a raconté quand j'étais sur un ordinateur, je ne le lâchais plus. Il y avait également quand on me proposait des problèmes à résoudre, je me concentrais dessus et je ne lâchais plus rien. Pendant très longtemps, j'ai été le premier de ma classe, j'avais les meilleures notes, jusqu'à ce qu'un nouvel élève arrive et à ce moment-là, on se partageait la première place. Mais avec le recul, je me dis que j'ai eu de la chance avec cette époque parce que les autres personnes de ma classe étaient quand même assez intelligentes. J'étais plutôt renfermé sur moi-même, mais je n'étais pas spécialement rejeté. Je gardais des amis très proches, mais dans l'ensemble, j'avais pas de mauvaises relations non plus avec les autres. Hormis un ou deux, mais c'est le cas pour la plupart des gens. Et ensuite est venue la période collège-lycée. Et c'est simple, à partir de là, les gens qui avaient des moins bonnes notes que moi, donc pendant tout le primaire, en sont venus à me passer devant. Les cours m'ennuyaient de plus en plus, et je commençais à me dire que, je sais pas, j'étais devenu moins intelligent, et que les autres s'étaient améliorés. Au fil des années, mes notes ont baissé, j'ai commencé à 15 de moyenne au début du collège pour finir à 11-12 à la fin de la 3e. Et ça m'a fait exactement pareil pour mes années de lycée. Je commençais aux alentours de 14-15 de moyenne pour finir dans les 11-12 de moyenne. À chaque fois que je commençais une nouvelle période dans un nouveau bâtiment, j'avais des notes à peu près correctes, et dès que le temps continuait d'avancer, plus mes notes chutaient. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que pour les cours qui m'intéressaient vraiment, j'avais des très bonnes notes. En ce qui concernait le dessin, la technologie, la SVT et les mathématiques, j'avais de très bonnes notes. Mais dès que le cours ne m'intéressait pas, c'est-à-dire en français, en histoire et en anglais, mes notes c'était une catastrophe. Mais bizarrement, il y a eu des années où par exemple j'ai eu des profs d'anglais qui étaient très intéressants, où ma moyenne est montée à 15. Pourtant, ils notaient pas plus gentiment, c'est juste, vu que ça passait mieux avec le prof, que ses cours étaient plus intéressants, j'arrivais mieux à me concentrer, et du coup la matière me paraissait facile. A contrario, il m'arrivait des fois d'avoir des moyennes de merde en mathématiques alors que normalement j'étais bon, juste parce que le prof ne me plaisait pas. Au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir cette mentalité défaitiste dès les premiers cours de l'année. Je savais que si un prof me plaisait pas, j'allais avoir des mauvaises notes avec. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que en général, quelle que soit la matière, qu'elle me plaise ou non, très souvent je terminais mes contrôles bien plus vite que les autres. Et même si j'avais des notes moyennes, donc on va dire 11-12, sur un contrôle de 2 heures, au bout d'une heure, j'allais l'avoir fini. Et je n'avais rien de plus à ajouter sur mon contrôle en fait. C'est là que j'ai compris que mon cerveau était un peu différent des autres, parce que je pouvais me concentrer sur plein de tâches à la fois. Pendant que j'étais en train de remplir un exercice, je savais qu'en tâche de fond, mon cerveau était en train de réfléchir aux exercices suivants que j'avais pris la peine de lire. Et quand j'arrivais à l'exercice suivant, je savais déjà ce que j'avais à remplir sans même avoir vraiment besoin d'y réfléchir. Pendant une bonne période, ce que je me suis dit, c'est que je comprenais les exercices beaucoup plus vite que les autres et du coup, je pouvais passer beaucoup plus vite à l'acte. Sauf que, en réalité, ce n'était pas ça, c'est que, en plus de comprendre l'exercice très vite, j'étais capable de chercher dans ma mémoire si j'avais la réponse ou non. Je pensais à plein de choses en même temps, et des fois, pendant les contrôles, pendant que je remplissais les exercices, je pensais à d'autres choses. J'avais mon cerveau qui ne s'arrêtait jamais. Et plus le temps passait, et plus mon cerveau partait dans des pensées complètement fouillis, et plus l'année avançait, plus je m'ennuyais dans les cours, et plus mon cerveau partait n'importe où, et plus mes notes chutaient. Et je ne comprenais pas pourquoi ça me faisait ça, parce que de tous mes amis, j'étais le seul à qui ça arrivait. Aussi, j'avais l'impression que plus le temps passait, plus mes sentiments devenaient exacerbés. Et aussi, plus je développais de l'empathie. Par exemple, comme anecdote, au lycée, une fois j'allais très très bien, tout allait bien dans ma vie, j'étais parfaitement heureux, c'était pour aller manger le temps de midi, et j'ai vu cette fille qui était posée sur des marches et qui paraissait super triste. Et en fait, je ne pouvais rien y faire, je ne la connaissais pas et j'étais assez timide, je ne pouvais pas aller la voir juste pour discuter. Pendant 2 jours, en fait, derrière ça, je me suis senti triste. Juste de voir cette personne triste, ça m'a mis dans un état, j'en étais à la limite de pleurer tellement je me sentais mal. Et je ne comprenais pas pourquoi moi ça me faisait ça, alors que pourtant les autres qui aussi avaient de l'empathie, qui aussi ressentaient des émotions, ça ne les perturbait pas comme ça de voir les gens tristes autour d'eux. Plus le temps passait et plus je me rendais compte que les gens étaient tristes en général dans la vie, plus j'arrivais à lire sur les visages les expressions de tristesse, de colère, de frustration, et plus moi-même je ressentais ces émotions. Et je ne parle pas là de juste me mettre à la place de la personne
pour ressentir ce qu'elle ressent et essayer de comprendre. Non, non, c'est je voyais la personne, je lisais l'expression sur son visage, et à ce moment-là, je ressentais ce qu'elle ressentait vraiment. Si la personne était triste, ça me mettait triste. Et depuis, je ne contrôlais pas vraiment mes émotions. Quand je partais, j'essayais de me contrôler au niveau de la colère, par exemple. J'étais quelqu'un de très calme, je pouvais me contrôler très longtemps sur la colère, mais au moment où j'explosais, c'était très violent. Je pouvais me taper les poings dans les murs juste pour ne pas faire mal à la personne contre qui je m'énervais. Et c'est vraiment ça qui me perturbait, c'est que plus le temps passait, plus j'avais l'impression d'avoir mon cerveau qui pensait à des tonnes de choses. Je remarquais de plus en plus des petits détails visuels que d'autres ne remarquaient pas. J'ai découvert bien plus tard qu'on appelait ça de l'hyperesthésie. En gros, avec ma vue, je repérais vraiment des petits détails chez les gens, dans l'environnement et tout, qui me permettaient de comprendre des choses sans que les personnes aient besoin de les dire. J'avais une perception auditive aussi vraiment exagérée, des fois le moindre bruit pouvait m'empêcher de me concentrer sur une tâche précise. Si j'allais dans des bars ou dans un endroit bruyant avec des gens, que je voulais communiquer avec eux, si la musique était trop forte, si trop de gens parlaient autour, je ne comprenais pas ce que l'on disait. Ce n'est pas que je n'entendais pas, j'entendais les personnes, mais dès que j'essayais de me concentrer sur ce que la personne me disait, mon cerveau partait dans les sons que j'entendais autour, dans la musique, dans les discussions des gens autour, et je faisais répéter la personne 4-5 fois, et je n'arrivais pas à me concentrer sur ce qu'on me disait. Alors je ne le savais pas à l'époque, mais j'avais aussi de l'hyperesthésie kinesthésique. C'est en gros de la sensibilité à certains environnements. Par exemple, pour moi, le froid, c'est une horreur. Autant le chaud, il peut faire 45 degrés dehors, je vais transpirer, mais je vais pas spécialement être mal. Mais dès qu'il va faire un peu froid, ça va énormément me déranger et m'empêcher de me concentrer sur quoi que ce soit. Et enfin, j'avais l'hyperesthésie olfactive, où les odeurs me dérangeaient beaucoup. Chez mes parents, à l'époque, il y avait des animaux, ma mère fumait, et les odeurs de tabac et d'urine, par exemple, me dérangeaient beaucoup plus que la plupart des humains, en fait. Et donc quand vous êtes avec des gens et qu'il y a une odeur que vous sentez et que personne d'autre ne sent, et qui vous dérange énormément, quand il y a du bruit autour de vous qui vous dérange, que vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'on vous raconte et tout, que ça énerve les gens parce qu'ils vous parlent, mais vous n'arrivez pas à vous concentrer sur la conversation parce qu'il y a trop de choses autour de vous qui vous dérangent, ça fait que petit à petit, en fait, vous vous renfermez sur vous-même et vous comprenez pas pourquoi vous êtes comme ça et pas les autres. Et moi, ça m'est arrivé, donc de la période du collège au lycée, je me suis de plus en plus renfermé sur moi-même. Je commençais à avoir peur des autres, sachant que la moindre trahison de la part d'un ami, je la vivais très très mal. Personnellement, j'étais un ami très fidèle. Si je devenais ami avec quelqu'un, c'était à la vie, à la mort. Et il arrivait que les amis changent au fil du temps, que les personnes changent de goût, changent juste d'amis en fait. Maintenant, je m'y suis fait, mais à l'époque, je vivais ça vraiment comme une trahison. Ou le moindre petit coup de poignard dans le dos, vraiment, je le prenais très très mal. Et j'étais très rancunier. Ce qui fait que j'ai développé petit à petit cette peur des autres. Et aussi j'ai compris que les gens ne me donneront jamais l'attention que moi je porte aux autres. Que j'étais prêt à me sacrifier personnellement pour aider n'importe qui, mais que ça ne serait jamais le cas en retour. Aussi du fait que j'avais cette sensation-là, je doutais tout le temps de moi-même. Je ruminais, je culpabilisais, quand je faisais quelque chose de mal, ça pouvait me travailler pendant des années en fait. J'allais repenser à cette chose et me dire mais j'aurais pu faire carrément mieux. Vu que mes notes allaient en se dégradant, je me disais que j'étais nul en fait, que j'avais pas les capacités pour avoir des bonnes notes. J'essayais de me concentrer dans les cours qui ne m'intéressaient pas, mais j'étais incapable d'écouter. Mon cerveau partait dans tous les sens, en fait. Je ne pouvais pas le contrôler. Et voire même, à certaines périodes au lycée, je faisais des nuits blanches parce que mon cerveau réfléchissait trop. C'était infernal. Il faut comprendre que, pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez vous dire que penser à énormément de choses, avoir cette capacité de réfléchir à plein de choses à la fois, c'est une chance. Moi, à cette époque, et comme beaucoup d'autres que j'ai découvert plus tard, je ne l'ai pas vécu comme une chance du tout. Je trouvais ça horrible. J'étais incapable de m'arrêter de penser parfois. Au lycée, j'étais en internat, et pendant que les deux autres qui étaient dans ma chambre dormaient, parfois je faisais des nuits blanches. Je réfléchissais à plein de choses, à des projets que je pouvais avoir, à des cours, je ruminais des choses que j'avais vécues, et j'étais incapable de dormir, ce qui faisait que le lendemain, j'étais fatigué. Du coup, je me concentrais encore moins. Du coup, la nuit suivante, ça me travaillait encore plus, donc j'étais incapable de dormir. Et parfois, en 3-4 jours, je dormais 6 à 8 heures, ce qui était vraiment peu. Et j'en pouvais plus, je fatiguais. Et il n'y a qu'à partir du moment où je rentrais le week-end que je pouvais vraiment dormir. Donc tout ça faisait que ce mélange de je ne comprenais pas mon cerveau, je ne comprenais pas les autres, je me sentais seul, isolé, je m'éloignais de plus en plus des autres parce qu'ils me faisaient peur, j'avais peur qu'on me blesse. En fin de lycée, à mes 17 ans, j'ai commencé à être dépressif, j'ai eu des envies suicidaires. Je n'ai pas fait de tentative de suicide. Pour l'anecdote, ce que j'ai fait à cette époque-là, c'est que je me suis dessiné en train de me suicider, je dessinais pas trop mal, et je me suis dit à partir de ce moment-là, en fait, je suis mort. Je vais arrêter de me penser aux autres, je vais arrêter de me concentrer, je vais désactiver mon cerveau sur les émotions, je vais m'isoler complètement, me garder 2-3 personnes dans ma vie, et c'est tout, je vais vraiment
arrêté d'être sensible en fait. Ensuite est venue l'école d'architecture, donc j'étais dépressif à cette époque, et j'ai rencontré des gens vraiment cool, et d'autres un peu moins cool, et surtout je me suis rendu compte que ça ne passait pas du tout avec l'éducation qu'on a actuellement, que ce soit l'éducation nationale ou les écoles plus tard. Sur la quarantaine de profs que j'ai eu en école d'architecture en 2 ans et demi, il n'y en a que 2 que j'ai vraiment respectés. J'avais des bonnes notes, j'avais des compétences pour l'architecture vraiment très très bonnes. Les projets qui prenaient 1 semaine pour les autres, je les faisais en 2 jours, et je me tapais des notes correctes, j'avais entre 14 et 18 de moyenne, sauf pour les cours qui ne m'intéressaient pas, et là c'est devenu vraiment encore pire, c'est qu'on avait des profs qui venaient d'autres pays. On avait par exemple une prof d'histoire de l'architecture qui était italienne et qui avait un accent à couper au couteau, qui faisait que je n'arrivais pas à me concentrer sur ce qu'elle disait. J'avais beau aller en cours, j'avais beau essayer d'écouter, je n'arrivais pas à savoir ce qu'elle disait. Elle disait des phrases et pour moi ça n'avait aucun sens. Déjà que l'histoire de l'architecture ça ne me passionnait pas, en plus de ça j'avais un prof avec... C'est pas qu'elle était méchante, j'avais pas de problème avec elle, et en plus, à cette époque-là, j'étais moins sensible. Je m'étais complètement détaché, j'étais devenu spectateur de ma vie, en fait. Vraiment, je regardais ma vie comme si elle n'avait plus aucun sens. Et du coup, j'avais ces troubles de l'attention, j'étais incapable de me concentrer sur cette prof-là. Et il y avait d'autres profs qui avaient des accents aussi, ça avait beau être des cours que j'aimais, je n'arrivais pas à accrocher. Par exemple, on avait des cours de mécanique, donc rien à voir avec les voitures, tout ça, c'était plus la façon dont les bâtiments sont supportés, les poids, les poutres, etc. Ces cours-là, quand j'étais au lycée, je me tapais des 18, 19 de moyenne. Arrivé dans cette école, on avait un prof insupportable, qui en plus avait un accent italien, lui aussi à couper au couteau. Je me tapais des 7, 8 de moyenne, et je ne comprenais pas comment c'était possible, en fait, que je passe de 18 à 8 de moyenne, alors que pourtant, c'était des choses que je maîtrisais parfaitement. Et plus le temps passait, plus je remarquais aussi que j'avais une mémoire très fiable pour les choses qui m'intéressaient. Notamment à l'époque, je commençais à regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, et c'est là qu'a commencé à exploser aussi la vulgarisation sur Internet. Et toutes les vidéos de vulgarisation que je regardais, qui m'intéressaient vraiment, je retenais énormément de choses. Mais à côté de ça, en école d'architecture, il y avait plein de choses qui ne m'intéressaient pas, tout ce qui était urbanisme, histoire de l'architecture et tout. Et j'étais incapable de les retenir, incapable. Et j'avais beau relire le cours en boucle, j'étais incapable de retenir ce qu'il y avait dedans parce que ça ne m'intéressait pas, mon cerveau refusait de le retenir. Et à côté de ça, des vidéos YouTube de y penser par exemple, ou de sciences étonnantes, à défaut de retenir les mots, je comprenais les concepts et je comprenais de mieux en mieux par exemple mon cerveau. Donc à partir de ça, malgré que j'avais des notes suffisantes pour continuer, à part dans quelques matières que je ne supportais plus, je n'allais même plus en cours. La prof qui parlait italien, par exemple, pour l'histoire de l'architecture, je suis allé à aucun cours de son année, en fait. Je ne pouvais plus. En plus du fait que la plupart des profs, je ne les supportais pas, ils étaient prétentieux et voulaient toujours avoir raison. J'ai fini par arrêter l'école d'architecture, en plus du fait que l'architecture en France c'était un peu mort et qu'il fallait partir dans d'autres pays si jamais on voulait terminer, qu'il me restait encore 2 ans et demi de cours, j'ai arrêté complètement et je suis parti dans la vie active. J'ai commencé par McDonald's et puis j'ai évolué au fil du temps dans d'autres travails. Mais dans la vie active, quand j'ai commencé notamment la chaîne YouTube, j'étais très renfermé sur moi-même. Je voyais pratiquement que Zoltan. Avec mon ex, elle avait des amis, donc on voyait aussi ces amis-là, mais j'étais très renfermé et je m'ouvrais très très peu aux autres. Déjà, la plupart des gens de mon âge allaient dans des bars, et les bars, je ne supportais toujours pas ça. Moi, ce que j'aimais, c'était discuter avec les gens de sujets et d'autres, et dans les bars, j'en étais incapable. Donc je restais dans mon coin à boire une petite bière, et je parlais à personne, parce que je ne pouvais pas parler, en fait. J'en étais incapable. Et si on se mettait en terrasse, il y avait les odeurs de clopes, les gens qui parlaient fort, tout ça, j'étais incapable. Les bars, vraiment, c'était insupportable pour moi, c'était un vrai calvaire, donc je ne sortais pas. Et donc à cette époque-là, je bossais beaucoup sur les chaînes YouTube, mais je faisais aussi d'autres projets à côté. Je créais des jeux de société, j'écrivais mon livre et tout. Je me rendais compte que je n'arrivais pas à me concentrer sur un seul projet. Quand je restais trop longtemps à faire des vidéos sur YouTube, j'en avais marre. Quand je faisais trop de jeux de société, j'en avais marre. Et j'étais incapable de me concentrer sur une chose en particulier. Et je culpabilisais d'autant plus parce que je voyais autour de moi des gens qui avaient des projets, qui s'y tenaient et qui restaient vraiment focus dans un seul projet. Et moi j'en étais incapable, je voulais faire trop de choses différentes. À un moment j'ai même tenu 3 chaînes YouTube à faire une vidéo par semaine sur ces 3 chaînes YouTube, tout en créant des jeux de société à côté, et en fait je m'épuisais à la tâche. J'avais du mal à dormir, mon boulot ne m'intéressait pas, et plus le temps passait aussi, plus j'avais l'impression d'avoir une sorte de préscience en fait. Je pouvais ressentir des choses qui allaient se passer avant même que ça arrive. Alors ça n'a rien de paranormal ce que je vous dis là, c'est juste que j'étais capable inconsciemment de percevoir des détails dans des choses, des petits trucs que moi-même je ne remarquais pas mais que mon cerveau captait, et en analysant tout ça
inconsciemment, j'étais capable de me dire consciemment, là il va se passer quelque chose, faut pas qu'on sorte, faut pas que machin, ça va pas aller et tout. Et souvent les gens ne m'écoutaient pas. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de Cassandre. C'est par rapport à la mythologie Cassandre qui était capable de voir l'avenir, de prévenir les gens, mais personne ne la croyait. Et en gros, ça me faisait un peu ça. J'avais l'impression de comprendre des choses, de voir des choses. Je prévenais les gens. On me disait, mais non, c'est pas possible, ça va pas arriver. Et quand ça arrive, et que tu dis, bah voilà, je vous avais prévenu, on passe pour un connard en mode, ouais, bah c'est bon, ramène pas ta science. Et du coup, bah on se renferme encore sur soi-même, et ainsi de suite, et on voit de moins en moins de gens. Et je me sentais à la fois plus intelligent parce que je captais énormément de choses, et plus bête parce que je n'arrivais pas à rentrer dans cette société, et je culpabilisais aussi de ne pas arriver à être heureux alors que j'avais tout pour être heureux à cette époque. Petit à petit, ma vie a évolué, avec mon ex on s'est séparés, j'ai changé de travail pour un travail qui me plaisait mieux, et j'ai commencé à me renseigner de plus en plus sur le fonctionnement du cerveau pour comprendre comment mon cerveau fonctionnait, comment le cerveau des gens en général fonctionne, à me renseigner sur la biologie, sur l'IA, sur énormément de domaines qui pouvaient me permettre de mieux comprendre la vie. Petit à petit, je suis devenu de plus en plus pointilleux sur les termes. Un terme voulait dire quelque chose et pas un autre. Ce qui fait que, parfois, en discutant avec des gens, je comprenais mal ce qu'ils voulaient dire parce qu'ils utilisaient des termes plus vagues alors que j'utilisais des termes plus précis. Mais petit à petit, j'ai fini par rencontrer des gens qui me ressemblaient de plus en plus dans ma manière de penser, et c'est allé de mieux en mieux en termes de fréquentation. Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes comme moi, et dans ma vie ça allait de mieux en mieux, malgré que ma dépression augmentait pour des raisons que je ne citerai pas, parce qu'elle n'engage pas que moi, jusqu'au jour où il y a eu un espèce de point culminant, où j'ai appris énormément de choses dans plein de domaines, que ce soit la biologie, l'économie, les sciences en général, la psychologie, la sociologie, tout ça. J'ai appris énormément de choses, j'ai commencé à avoir énormément d'abonnements de chaînes YouTube, de vulgarisation, des choses très poussées. J'ai par exemple regardé des cours de sciences cognitives de plus d'1h30, il y avait une dizaine de cours, des mecs qui étaient en Master 2 qui donnaient des cours de sciences cognitives, j'en ai regardé, et en fait je me suis rendu compte à quel point j'étais stupide. Dans le sens où tous les sujets que j'avais envie de connaître, je ne pourrais jamais les connaître sans me spécialiser. J'avais envie de connaître la sociologie, la psychologie, les sciences cognitives, j'avais envie de connaître tout ça, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de travail pour connaître rien qu'un seul des points. On pouvait passer une vie entière sur un seul des points, et là, ça a été une sorte de point culminant à ma dépression en fait, c'est que j'ai eu ce syndrome de Dunning-Kruger, où je me suis senti dans la vallée de la stupidité sur tous les domaines possibles et imaginables, et je me suis dit en fait je ne réussirai rien, je suis trop bête en tant qu'humain, mon cerveau est limité, je ne pourrai jamais connaître tout ce que j'ai envie de connaître. Et surtout je me sentais toujours seul comme ça, à vouloir apprendre plein de choses sur la science, les connaissances, tout ça, à vouloir les partager, et je me sentais toujours seul à avoir autant d'émotions pour les gens, avoir autant d'empathie, parce que entre temps j'ai fini par m'ouvrir, j'ai compris qu'être renfermé sur moi-même, penser que je détestais les gens parce qu'ils étaient pas fiables et tout, ça ne m'allait pas en fait. J'en souffrais plus que le fait de m'ouvrir et d'accepter que parfois les amitiés se terminent. Donc j'ai commencé à m'ouvrir beaucoup plus, à discuter beaucoup plus avec les gens, à vouloir partager des choses, à avoir leur point de vue, à donner mon point de vue, des conseils, tout ça. Mais j'ai eu ce syndrome de Dunning-Kruger où je me suis dit, je pourrais jamais rien apporter au monde, je suis trop stupide. Et c'est là qu'un ami, donc Tenchi, que vous voyez souvent sur les lives, mais aussi sur le Discord, il m'a fait découvrir le livre Je pense trop, de Christelle Petit-Colin. Alors jusqu'à présent, si ce que j'ai raconté de ma vie, vous vous êtes retrouvé dedans, vous avez l'impression aussi que vous êtes incompris, que vous êtes trop sensible, que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur certaines choses et qu'au contraire vous voyez plein de détails, ce livre peut vous aider. Clairement, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Dans ce livre-là, elle parle de surefficient, de haut potentiel, de surdoué, et que tout ça, en fait, ce sont des termes qui n'ont pas vraiment d'importance, qu'ils ont changé au fil des années, et qu'en soi, on s'en fout du terme. Moi-même, toute la lecture du livre, je me disais, putain, mais ça me ressemble trop, mais en même temps, je ne suis pas un haut potentiel, je ne suis pas un surdoué, c'est pas possible. Et plus j'avançais dans le livre, et plus elle disait que les gens qui sont comme ça, refusent de s'admettre comme ça. Rien que le terme surdoué, ils vont le rejeter. Le terme haut potentiel, surefficient, ils vont le rejeter. Parce qu'ils ne se voient pas mieux que la masse. Voire bien souvent, ils se déçoivent eux-mêmes. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, refuser de se voir comme haut potentiel, surefficient et tout, ça fait partie des hauts potentiels. Et donc j'ai dû admettre que
j'en faisais partie, j'ai jamais fait de test officiel, je pense pas spécialement en avoir besoin et ça m'apporterait rien dans ma vie de savoir que je le suis ou au contraire savoir que je ne le suis pas. Et dans ce livre, il y a énormément de points à redire, notamment elle-même dit que ce n'est pas une étude scientifique, elle dit qu'elle n'est pas scientifique. À un moment, elle propose même l'homéopathie. Vraiment, il y a énormément de points dans ce livre qui ne vont pas. Mais il est quand même utile pour comprendre que en tant que surefficient, je préfère personnellement le terme surefficient, ce n'est pas spécialement prétentieux d'admettre l'être, parce que ça a ses avantages, c'est un mode de pensée totalement différent, on ressent beaucoup plus les choses, mais ça a aussi énormément d'inconvénients, surtout dans la société dans laquelle on vit. Et que il n'y a qu'à partir du moment où on rencontre d'autres gens comme nous, avec qui on parle, avec qui on peut vraiment discuter de tout et qui s'intéressent à tout, que là, on prend vraiment conscience que on a une certaine forme de chance de réfléchir comme ça. En plus, si je ne veux pas passer de tests de QI, tout ça, c'est parce que ça démontre très mal les hauts potentiels. Les tests de QI, ça peut changer selon l'humeur et tout, et avoir, admettons, une mauvaise note, même si je doute que j'aurai quelque chose de mauvais, ça peut vous enfoncer encore plus. Mais ce que je sais, c'est que les gens qui sont hauts potentiels, en général, j'ai des super discussions avec, ça passe très très bien, c'est très bienveillant comme ambiance, et c'est exactement tout ce que j'ai recherché dans ma vie. Aussi, ce que j'ai compris, c'est que selon comment on a vécu sa surefficience, selon comment elle a été gérée depuis l'enfance, on pourra très bien la vivre et bien communiquer avec les autres, ou au contraire se renfermer sur soi-même, penser qu'on déteste les gens et ne plus oser communiquer parce qu'on a peur d'être blessé. Et pour en avoir discuté en live et avec beaucoup de personnes qui ont le même genre de cerveau que moi, qui pensent tout le temps, qui réfléchissent à beaucoup de choses, enfin tous les points que j'ai décrits depuis le début, qu'ils soient positifs ou négatifs, entre les hauts potentiels et les autistes Asperger, il y a très peu de différence. Il y a même des psys qui défendent qu'un autiste Asperger, c'est un cerveau de haut potentiel avec des problèmes d'autiste, c'est-à-dire des intérêts spécifiques, des problèmes relationnels, des choses comme ça. Je ne vais pas vous faire le détail de tout ce qui est avec l'autisme. On a réfléchi sur énormément de points, et si vous-même donc vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous voulez venir discuter par mail, vous pouvez me contacter. Vous pouvez venir aussi sur le Discord. Il y aura des gens pour discuter. N'hésitez pas à dire que vous avez vu cette vidéo et que vous êtes intéressé pour discuter avec des gens comme ça. Ça fait vraiment du bien de se sentir compris et d'avoir une ambiance bienveillante et juste pouvoir discuter avec des gens qui réfléchissent comme nous, quoi. Et quand je dis qu'ils réfléchissent comme nous, c'est pas forcément on est d'accord sur tous les mêmes sujets, c'est juste on est capable d'écouter les autres et ne pas céder à ses émotions et juste de comprendre que l'autre aussi veut être bienveillant. Et c'est très agréable comme ambiance. Pour conclure cette vidéo, faut savoir que j'ai regardé beaucoup de contenu sur les hauts potentiels, sur les surefficients, tout ça, et très généralement, ceux qui en parlent, ce sont des gens qui ne le sont pas. Ils vont vous décrire comment les hauts potentiels sont, ce qu'ils vivent pas, etc. Et j'en ai vu aucun. Mais j'en ai vu aucun qui était au potentiel et qui parlait clairement de ce qu'il avait vécu. À chaque fois, ce sont des gens qu'on appelle neurotypiques. Il n'y a absolument aucun jugement de valeur là-dedans. Comme je vous l'ai dit, pour beaucoup de surefficients, leur cerveau n'est pas une chance. Au contraire, c'est quelque chose qui fait énormément souffrir, plus qu'autre chose. Il y en a beaucoup qui aimeraient avoir un cerveau qui s'arrête parfois. J'ai moi-même eu la chance pendant ma dépression de voir ce que ça pouvait être, d'avoir un cerveau juste qui fonctionne normalement. Et c'est vrai que c'est tellement reposant. Mais en même temps, quand on arrive à trouver des gens qui réfléchissent comme nous, c'est tellement agréable, c'est tellement bienveillant, ça fait tellement plaisir qu'on aimerait se passer de ça pour rien au monde aussi. Donc on en souffre et on n'aimerait pas s'en passer. Il y en a beaucoup qui voient ça comme une malédiction. Surtout que le haut potentiel peut être aussi en comorbidité avec d'autres choses comme le TDAH. Et du coup, oui, si vous pensez que être surefficient ou haut potentiel, c'est une chance, dites-vous que ne pas l'être est tout autant une chance. Pour en revenir au fait que j'ai vu beaucoup de vidéos qui parlent des surefficiences par des personnes qui n'en sont pas, c'est que bien souvent les surefficients vivent très mal leurs différences, ils ont beaucoup de mal à s'ouvrir aux autres alors qu'ils sont très émotionnels, tout simplement parce qu'ils trouvent personne comme eux. Mais qu'à partir du moment qu'on sait qu'on n'est pas seul, on remarque beaucoup plus facilement les personnes qui le sont et qui le cachent. Et à partir du moment où on se crée un cercle de personnes aussi bienveillantes que nous, c'est là qu'on peut commencer à vraiment apprécier le fait d'être un surefficient. Malgré qu'il y ait tous les défauts qu'il y a à côté, il commence à y avoir de plus en plus de points positifs. Donc si jamais vous vous êtes reconnu dans cette description que j'ai faite, n'hésitez pas à me contacter donc sur l'adresse cellshadow@gmail.com. N'hésitez pas à venir parler sur la page Facebook ou sur le Discord. Si vous vous sentez seul, si vous vous sentez incompris, vous trouverez des gens avec qui discuter et avec qui vous pourrez vraiment prendre du plaisir à être vous-même, tout simplement. Si vous connaissez quelqu'un qui
correspond à ce descriptif qui vous trouvez qui pense beaucoup trop, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo juste pour qu'il comprenne son cerveau ou lui proposer le livre Je pense trop, qui même comme je l'ai dit a beaucoup de soucis, apporte une aide vraiment précieuse. J'espère que si vous-même vous vous pensez surefficient mais que vous refusez de croire que vous l'êtes, vous n'hésiterez quand même pas à venir communiquer avec nous. Surtout si vous le vivez mal, raison de plus de rencontrer des gens avec qui vous pourrez parler librement, sans vous sentir jugé. Ou entendre des réflexions comme « Non mais tu te prends trop la tête, faudrait que t'arrêtes de réfléchir comme ça, t'es trop émotionnel », ce genre de phrases qui sont vraiment insupportables. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos, à suivre la chaîne Twitch aussi parce que je compte faire un live mercredi prochain qui sera sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour en général? Aimer un animal, aimer un humain, aimer un objet, c'est des choses similaires. Est-ce qu'on peut vraiment aimer un objet? Quelle serait la véritable définition de ce que c'est aimer quelqu'un? Avoir des sentiments? Ça peut paraître bateau comme sujet et pourtant je vous assure que ça peut être très intéressant une fois qu'on creuse un peu. Je me suis amusé à en discuter avec des personnes qui pensaient savoir ce qu'est l'amour. En fait l'amour c'est comme le temps, on pense savoir ce que c'est. Et quand on nous demande de le décrire, on est incapable de le préciser. Et justement, je trouve ça très intéressant de pouvoir en discuter. Donc j'espère que vous serez nombreux sur le live Twitch mercredi à 20 h pour ce sujet-là. Sur ce, je vais vous dire au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.